Effective pour septembre prochain. On en parle tout de suite avec nos invités. C'est la question du jour. Et pour la question du jour, donc sur la réforme du lycée professionnel, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Dylan Aïssi, porte-parole du collectif Une Voix pour tous. Bonjour. Vous avez aussi lancé votre podcast, ça s'appelle La Revanche des pros. Et vous donnez donc la parole à ces gens qui ont réussi avec la voie professionnelle et qui aujourd'hui font plein de choses diverses et variées, mais c'est passionnant. Donc voilà, ce podcast qui vient de sortir. Et puis avec nous par Skype aussi, Pascal Vivier, secrétaire général du SNETAA. Est-ce que je l'ai bien dit, Pascal? Bonjour. Bonjour, vous l'avez très bien dit. Bon, très bien. Alors, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est évidemment cette réforme des lycées professionnels portée par Caroline Grandjean. Une réforme qui tend à orienter plutôt les élèves. On a beaucoup parlé de ce sujet dans cette émission. Pascal Vivier, où ça en est aujourd'hui concrètement, cette réforme? La question est excellente, mais la réponse est difficile. On est obligé de se tenir à ce que la presse en dit, aux rumeurs, mais également à ce que le président de la République a annoncé. Le président de la République a annoncé une loi, en tout cas la préparation d'une loi avant l'été. S'il y a loi, et nous sommes favorables à ce qu'il y ait une loi, parce qu'il n'y a rien de plus démocratique, ça permet aussi d'avoir du débat, à la fois au Parlement et dans tout un pays, mais personne n'en sait rien. Donc en ce moment, sur la réforme de la voie professionnelle, c'est rumeurs, et surtout j'en sais rien qui parle à j'en sais pas plus, donc ça donne de l'inquiétude auprès des collègues, mais également auprès des jeunes. Donc sur les rumeurs, on pourra en parler, mais où ça en est exactement, je ne pourrais pas répondre à cette question précisément. Une réforme portée par Carole Grandjean et non Caroline, c'était une erreur de ma part. Petite question tout de même, parce qu'on parle de septembre peut-être 2023, pour commencer à mettre en place cette réforme qui serait sur 2 ans à peu près. Vous n'avez pas non plus d'informations sur le début en tout cas de la mise en place de cette réforme? Très peu. On sait que certains établissements sont déjà sur des expérimentations qui ont commencé, mais ça reste des niches. Mais pour faire réellement une réforme qui serait applicable en septembre 2023, on va être clair, c'est impossible. C'est impossible par le réglementaire, comme c'est impossible de faire une loi qui pourrait s'appliquer en septembre. Donc pour l'instant, je pense que si le canard sans tête décide de remettre une tête, on devrait pouvoir de nouveau entrer en discussion, c'est-à-dire qu'on a 3 mois de discussion à avoir pour ce qu'on attend de cette réforme et quels sont les arbitrages faits par le président de la République, la première ministre et la ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle. Dylan Aïssi, porte-parole, je le rappelle, du collectif Une Voix pour tous. Le gouvernement a renoncé notamment à allonger la durée du stage qui devait être de 50%. Vous avez milité pour justement le retrait de cet axe-là précisément de la réforme, c'est ça Absolument, oui. Pour nous, la question du lycée professionnel, elle doit d'abord s'inscrire dans une réflexion sur finalement ce qu'on fait des plus faibles. Parce que c'est là où c'est dans le lycée professionnel qu'en général ils se retrouvent. On connaît déjà les chiffres sur les taux d'orientation en fonction de l'origine sociale, en fonction du genre, en fonction de la situation ou de handicap. Et quels sont-ils? On sait par exemple que lorsqu'on est issu de milieux défavorisés, on a 93% de chances de plus d'être orienté en lycée professionnel. On sait que 75% des garçons d'origine subsaharienne sont scolarisés en lycée professionnel. D'accord. On sait que 93,4% des lycées d'enseignement pro ont un IPS inférieur à la moyenne nationale, un indice de position sociale, quand 88% des lycées généraux et techno en ont un supérieur à la moyenne nationale. Donc finalement, on a des données qui sont assez éloquentes sur la situation sociale réelle du lycée professionnel. Et cette mesure qui a été portée, je pense, traduisait aussi peut-être un éloignement aux réalités que peuvent rencontrer des élèves, à la fois dans le cadre scolaire et extrascolaire, mais aussi dans le cadre des périodes de stage qui peuvent parfois ne pas bien se passer. Pourquoi est-ce qu'il faut raccourcir peut-être ces périodes de stage? Il est important que les élèves aient toutes les connaissances du socle commun, de culture générale, pour pouvoir aussi, après, dans leur vie professionnelle, avoir les connaissances minimum. Alors nous, on ne parlerait pas nécessairement de raccourcir les heures de stage, mais ce qui est effectivement essentiel, c'est d'augmenter le volume d'enseignement sur les savoirs fondamentaux. Parce que ça manque aujourd'hui. Absolument, ça manque. Non seulement ça manque, mais en plus, les élèves accumulent leur retard. On sait qu'il y a 60% des élèves de lycée professionnel qui
qui accumulent au moins un an de retard scolaire. Donc il y a en fait un vrai besoin de rattraper ça, non pas seulement de les acquérir, mais en fait de les rattraper tout simplement. Et il faut absolument pas que ça soit évité dans la prochaine réforme. Mais comment trouver le juste milieu justement entre les connaissances générales qui sont extrêmement importantes pour ces élèves et en même temps une facilité, aussi une certaine aisance que l'on recherche dans le monde de l'entreprise pour ces jeunes-là? Comment trouver le juste milieu? C'est difficile. Pour nous, il y a la dimension académique, la dimension professionnelle, mais il y a aussi tout un tas de compétences qui sont pas forcément encore proposées dans le cadre scolaire. C'est aussi l'objet d'une des propositions qu'on porte, de pouvoir ouvrir les établissements à des heures un peu alternatives qui permettent d'acquérir de nouvelles compétences. Mais en tout cas, il faut prendre l'élève dans sa globalité et pouvoir lui permettre d'exploiter toutes ses compétences partout. Pascal Vivier, quels sont les grands axes selon vous de cette réforme qui sont réellement importants aujourd'hui? Les éléments que Dylan vient de vous donner sont tout à fait justes et ils démontrent une chose. Une réforme n'est possible que si on dresse un diagnostic exhaustif, précis, objectif de la situation. Quels sont les élèves qui sont en lycée pro, quelles sont leurs difficultés, quels sont les talents qui n'ont pas été exploités, qu'attendent les entreprises comme nouvelles compétences. Pour l'instant, ce diagnostic, il n'est pas fait et il est essentiel. Parce que oui, l'institution discrimine à l'orientation à niveau égal. Quand vous êtes issu de l'immigration subsaharienne, quand vous êtes une jeune fille, vous avez plus de chances d'aller en lycée pro. Et ça, il n'est pas question que le lycée professionnel reste un lycée stigmatisé. Donc nous, ce qu'on demande, c'est ça. Après, plus de stages, moins de stages, on verra. On sait que les stages ne sont pas des stages de découverte en entreprise. Les élèves en période de formation en milieu professionnel, c'est comme ça qu'on les appelle ces stages, vont chercher déjà de la formation en entreprise à hauteur de 22 semaines. Donc ce n'est pas rien. Donc c'est de l'alternance. En revanche, si on fait le diagnostic, on verra que plus de 40% des élèves qui sont en seconde CAP ont des vraies difficultés de lecture, d'écriture et dans les mathématiques, à plus de 30% en seconde bac pro. Donc on doit se poser la question, pourquoi ils nous arrivent dans cet état et comment on fait pour les remettre à niveau. Et vous avez parlé très justement d'un socle commun. Moi, je parle de socle commun culturel et cette question-là, elle doit être posée. Qu'est-ce qui fait qu'entre vous et moi, qu'entre tous les citoyens, on doit pouvoir se reconnaître, pouvoir se parler et se comprendre et quel est ce minimum commun qu'on doit avoir? Ça aussi, avant de lancer toute réforme, il nous faut ce diagnostic et pour l'instant, on ne l'a pas. Ça fait 8 mois qu'on vient de passer avec la ministre Carole Grandjean et on n'a pas eu cette discussion. Cette ministre Carole Grandjean, un mot quand même, Pascal Vivier, je vous coupe, mais c'est important de souligner, on la voit très peu dans les médias, on la voit même quasiment pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle a compris réellement les enjeux de cette réforme primordiale, quand on vous entend, on le comprend, de cette voie professionnelle? Vous comprendrez que je ne peux pas répondre à cette question et qu'elle lui est adressée. En tout cas, je fais le même constat que vous. En tout cas, à travers votre regard. Et je la vois peu, je l'entends peu, mais il faut dire aussi que quand on la voyait, c'était pour stigmatiser le lycée professionnel où elle disait que le décrochage scolaire, c'était la cause. Le lycée professionnel en était la cause. Le fait d'être en inadéquation avec l'emploi, ce qui est faux, nous en étions encore la cause. Le manque de compétences que les entreprises recherchent, on en était encore la cause. Donc, si vous voulez que je vous dise mon sentiment personnel, elle ne me manque pas. Un mot quand même sur cet axe aussi de la réforme. Les entreprises pourraient visiter les collèges et échanger avec les élèves sur les métiers, les besoins de compétences. Est-ce que c'est une bonne chose, Dylan, de faire entrer les entreprises donc privées au sein d'un établissement scolaire? Alors pour nous, il y a deux choses. D'abord, c'est une bonne chose si toutes les entreprises vont dans tous les établissements scolaires au même titre et qu'on ne s'appuie pas seulement sur les entreprises qui peuvent avoir un lien ou non avec le travail qu'exercent les parents des élèves. Parce que là, on voit aussi des vrais écarts. Et puis, toujours se poser la question de finalement à quoi sert l'école dans la société, quel est son rôle. On considère que l'école c'est finalement le centre de l'éducation.
mais que l'éducation, elle n'est pas simplement du fait de l'école. Et que si demain on y associe les entreprises, il faut absolument y associer aussi les acteurs associatifs qui puissent rentrer dans les établissements scolaires et continuer l'impact social et personnel qu'ils ont auprès des élèves. Donc c'est une bonne chose, à condition d'avoir toutes les entreprises dans tous les territoires et que finalement on permette à tous les élèves d'avoir le même champ possible et qu'on reste quand même focalisé sur l'acquisition des savoirs fondamentaux. Oui, vous dites que ça va souligner encore une fois les inégalités. Ça peut. On parle d'orientation, c'est vrai aussi dès le collège. On a 13-14 ans, on commence déjà à poser des questions aux enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? C'est un choix extrêmement difficile, je trouve. Est-ce que c'est pas aussi une sorte de pression que l'on met aux enfants dès le plus jeune âge à vouloir les orienter le plus tôt possible? Maintenant, à 14 ans, il faut choisir quasiment après la 3e dans quelle voie est-ce qu'on s'oriente. Alors, il faut choisir en principe, mais effectivement, on se rend compte qu'un certain nombre d'élèves de la voie professionnelle n'ont même pas le choix dans cette orientation-là. Ils subissent l'orientation. Ça veut dire qu'à 14-15 ans, on te dit tu vas aller dans telle filière ou dans telle filière. T'es un garçon, tu vas aller en esthétique, on va te dire tu vas aller en BTP. T'es une fille, tu vas aller en BTP, on va te dire que tu vas en esthétique. Donc ça, c'est un vrai... Encore aujourd'hui, pardon, mais les garçons et les filles ne peuvent pas choisir leur orientation. Ça arrive encore très souvent. Il y a des garçons peut-être qui veulent aller en esthétique, on leur dit non, tu vas en BTP. Bien sûr. Ça arrive aujourd'hui. Il y a une incitation qui est très forte dans l'enquête d'opinion qu'on a sortie en janvier, justement, où on interrogeait avec Via Voice et la Fondation de France un peu le rapport des Français au lycée professionnel. On se rendait compte que 43% des élèves et des anciens élèves de lycée professionnel disaient avoir subi leur orientation. Donc en fait, ça fait près d'un élève sur deux, ce qui est très très important. Donc il y a encore ce gros poids de l'orientation subie qu'on retire finalement aux élèves. Et puis cette espèce d'épée Damoclès, de punition, de dire si tu n'as pas des bons résultats, tu vas en pro. C'est le cas aussi, parce qu'on voit aussi peut-être des élèves qui sont très bons à l'école et qui vont en lycée professionnel. Vous le voyez, ça augmente peut-être les chiffres ou pas? Alors, il y a une incitation qui est finalement inversée. C'est-à-dire que quand un élève est très bon, on va lui dire de ne pas se gâcher sa scolarité en lycée professionnel. On lui dira peut-être que tu vas en général et puis après tu fais ce que tu veux une fois que tu as ton bac, mais ça reste quelque chose de distant des élèves qui obtiennent de bons résultats. Et pourtant, l'artisanat, on en parle de plus en plus. Ébéniste, par exemple, il y a plein de métiers comme la mode aussi, qui sont très sollicités en ce moment, qui sont mis aussi en avant de plus en plus. Est-ce que vous voyez plus de jeunes s'orienter vers ce genre de voie ou... En fait, il y a toujours des élèves qui s'orientent en l'ayant choisi. L'inquiétude, elle doit se poser lorsqu'on a une masse importante d'élèves qui ne choisissent pas leur orientation, ce qui est encore aujourd'hui trop fortement le cas, et ce qui perturbe aussi la scolarité des autres élèves. Pascal, j'aimerais voir avec vous aussi sur la revalorisation du salaire des professeurs annoncée par Emmanuel Macron. Enfin, c'était la semaine dernière, jusqu'à 500 € net. Alors seulement pour les professeurs qui respectent certaines conditions. C'est notamment accepter le fameux pacte, participer donc à de nouvelles missions comme le dispositif Devoirs faits. On l'attendait quand même depuis longtemps, cette revalorisation. Bien sûr. Et c'est difficile de trouver des collègues qui sont satisfaits par les annonces faites. Et pourtant, elles sont sans précédent. Jean-Michel Blanquer avait porté la question des salaires et du Grenelle avec 700 millions d'euros. Pape Ndiaye amène sur la table 3 milliards d'euros. Donc c'est important, c'est pas vu depuis les années 90, mais c'est vrai que le retard cumulé depuis près de 15 ans nous amène à jamais être satisfait. Malgré tout, pour le socle, c'est 2 milliards pour tous, 2 milliards d'euros, donc ça entre 100 et 230 € par mois, donc on les prend. Et la question du socle, c'est 1 milliard, c'est avec des travaux supplémentaires. Je ne peux pas dire autrement, les collègues vont avoir du mal, sont tellement paupérisés, ont été tellement déclassés avec ces dernières années qu'il est difficile de trouver de la satisfaction. Mais en même temps, il faut s'en tenir aux faits. 3 milliards, c'est du jamais vu. Et donc, c'est déjà pas mal, mais il faut encore qu'on discute, et en particulier du point d'indice à la fonction publique. Vous êtes d'accord, Dylan, avec ça? C'est pas assez encore. Pour nous, il y a la question salariale pour les enseignants, mais il y a aussi la question de l'accompagnement social et psychologique dont ils peuvent avoir besoin, surtout dans des établissements où finalement il y a une concentration de difficultés très très forte et dans lesquels il faut justement avoir peut-être
un renforcement sur les accompagnements sociaux, quoi. On va continuer à parler d'argent, puisque aujourd'hui les élèves sont payés 4,05 € de l'heure lorsqu'ils effectuent un stage. Et cette rémunération est obligatoire si le stage dure au moins 44 jours. Ça veut dire que si ça dure 43 jours, eh bien les élèves ne sont pas tenus d'être payés, enfin en tout cas ne sont pas payés. Avec cette réforme, eh bien c'est un peu le point positif. En tout cas, c'est que l'État prendra en charge la rémunération des lycéens professionnels et non l'employeur. C'est une bonne chose ou pas, Pascal? Sur la gratification des élèves, c'est toujours une bonne chose. Si c'est au détriment de quelqu'un, je m'en méfie toujours. Par exemple, si vous avez les élèves qui sont en terminale bac pro et qui passent la majorité de leur temps en stage, c'est-à-dire en entreprise, payés par l'État, vous voyez bien qu'ils vont devenir réellement les concurrents des apprentis. Pourquoi un petit employeur, un artisan, un commerçant, c'est quand même le premier employeur de France, prendrait un apprenti plutôt qu'un jeune qui est déjà pris par l'État. Donc, gratifier les élèves, on y est très favorable. Après, il faut regarder comment, pourquoi. Nous, on aurait préféré avoir des passes culture bien plus importants pour les lycéens professionnels. On aurait aimé déjà parler du statut du lycéen professionnel. Est-ce que c'est le même jeune qu'en lycée général et technologique? Comment on le rémunère? On préférerait des bourses sur projet supplémentaires et on aurait aimé aussi que les bourses soient valorisées, car comme l'a dit Dylan, les élèves qui sont issus des classes sociales les plus fragiles, pour être clair, les plus pauvres, ils sont en lycée professionnel. Donc il faut leur donner un coup de pouce. En revanche, si c'est pour dire le jeune va avoir de l'argent et va amener de l'argent à sa famille, là c'est le monde à l'envers. Donc bien regarder cette question-là, elle n'a pas encore été discutée du tout à quelque niveau que ce soit. Dylan, un mot peut-être sur cette rémunération. Oui, je suis totalement d'accord avec Pascal. Il faut absolument pas que ce soit le seul élément de motivation d'une orientation en lycée professionnel. Et c'est vrai qu'une des choses qu'on a observées sur les dernières années, c'était parfois des élèves qui sortaient du lycée avant d'avoir obtenu leur diplôme pour pouvoir aller s'insérer immédiatement dans le monde de l'emploi, parce qu'effectivement, il y a une urgence financière et sociale qui est très forte. Et avec l'inflation, c'est ça, absolument. Donc parfois il y a un besoin qui demande à trouver des réponses et peut-être que ça en est une, certainement. Ouais. Le but de cette réforme aussi, c'est d'amener les élèves à choisir certaines filières qui feront le monde de demain, comme la transition énergétique avec les métiers de la rénovation thermique ou encore les métiers de la mobilité. On voit que ça évolue énormément. Cela peut participer justement à rendre peut-être cette filière encore plus attractive pour les élèves. Il y a beaucoup de choses à faire quand même, hein, c'est positif. Absolument, à condition que tous les métiers soient offerts aux élèves. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule filière de bac pro qui existe dans le développement durable, c'est une filière de tri de déchets. D'accord. Et donc en fait, si on veut avoir une revalorisation des filières des élèves et permettre aux élèves de choisir leur parcours, il faut aussi qu'il y ait des métiers qui soient proposés et qui sortent un peu de ce qui est actuellement ciblé par le lycée professionnel. Donc, en fait, très bien les métiers de la rénovation, du numérique, de la transition environnementale. Nous on propose aussi des métiers des filières sur les métiers du jeu vidéo, sur tout un tas de secteurs qui ne sont pas encore proposés. Et il faut demain que le lycée professionnel puisse se dire on va former de la personne qui va appliquer à la personne qui va concevoir les produits. Pascal, il faut valoriser encore ce secteur avec les métiers de demain qui vont arriver. On aura évidemment besoin de bras et de cerveau. Il faut aussi travailler là-dessus, d'après vous? C'est essentiel. Ça fait 15 ans que j'entends parler de métiers d'avenir. Vous savez, on s'adapte. Par exemple, pour un mécanicien auto, aujourd'hui, il est dans les métiers d'avenir et il s'occupe des voitures électriques, où ce n'est pas du tout la même chose que les moteurs thermiques. Là aussi, pour créer un diplôme, il faut savoir combien de temps ça prend. Ça prend 3 ans. Entre l'idée et la réalisation du référentiel et des programmes, ça prend 3 ans. Donc là, maintenant, c'est l'urgence. On a besoin de métiers, Dylan l'a dit, dans le jeu vidéo, mais les conducteurs de drones, dans la communication. On a un grand nombre de métiers qu'on doit inventer. Pour qui? Pour essentiellement des élèves qu'on a déversés vers le lycée tertiaire et qui n'ont pas d'appétence particulière pour la comptabilité, le secrétariat, la vente, le commerce, où l'insertion à l'emploi se fait plutôt à Bac plus 2 et Bac plus 3. Donc très clairement, là aussi, il faut se mettre autour de la table avec les entreprises, les artisans, de quels salariés ils ont besoin à 5, 10, 15 ans. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on repère les jeunes dès le collège sans que l'orientation soit une orientation
sanction, c'est-à-dire une orientation à long cours. On parle par exemple de la communication ou pour fabriquer par exemple des instruments de musique. Là aussi, si vous ne donnez pas envie à un jeune en 6e, en 5e, en 4e, en 3e de découvrir des métiers auxquels sa famille n'a pas forcément accès, vous ne lui donnerez pas la possibilité de faire une orientation réussie, c'est-à-dire choisie. Donc actuellement, l'orientation vers le lycée professionnel est une orientation par l'échec. Vous avez moins de 9 de moyenne générale en fin de 3e, vous allez au lycée professionnel. Il faut arrêter ça. Il faut repérer des talents qui ne sont pas repérables au collège et essayer de leur donner déjà un panel. Vous parliez tout à l'heure des entreprises qui viennent au collège. Moi, je dis attention, c'est aux profs à aller vers les entreprises comme moyen pédagogique et à faire découvrir ce qu'est une entreprise. Là, oui, mais ça pose une autre question. La réforme de l'enseignement pro, si elle ne touche pas au collège et si elle ne touche pas à l'enseignement supérieur, on passera vraiment à côté d'un moment historique et on sera sur des mesures au mieux cosmétiques. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pascal Vivier, secrétaire général du SNETAA. Merci aussi à vous Dylan Haïti, porte-parole, je le rappelle, du collectif Une Voix pour tous. Et vous avez aussi créé votre podcast. Allez l'écouter, c'est passionnant. La revanche des pros, où vous donnez donc la parole à des gens inspirants. Merci beaucoup à tous les deux. On va faire une pause à présent dans le Grand JT. L'éducation, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.